Bonjour et bienvenue sur AdRedMath. Ceci est le deuxième volet d'un petit cours consacré aux équations du second degré et principalement destiné aux élèves de première et terminale. Au cours de la vidéo précédente, on a étudié la méthode générale de résolution des équations du second degré. On va ici reprendre le problème avec un autre point de vue en s'intéressant aux variations d'une fonction de la forme x donne ax carré plus bx plus c, qu'on appelle une fonction polynomiale du second degré. On suppose, comme dans le cours précédent, que petit a, b et c sont des nombres réels absolument quelconques, avec la condition a non nul. Pour étudier les variations d'une fonction, on étudie le signe de sa dérivée. On calcule la dérivée de f dans un premier temps, qui est une fonction affine, visiblement, et on s'interroge sur son signe. On sait que si sur un intervalle la dérivée est positive, alors sur ce même intervalle, la fonction est croissante. Et de même, si la dérivée est négative sur un certain intervalle, alors la fonction f décroît sur cet intervalle. Le signe d'une fonction affine, c'est quelque chose de très simple, ça s'étudie en troisième, et le signe dépend simplement du signe du coefficient directeur. Donc on envisage deux cas. Si petit a est positif, alors f' va être négative pour les valeurs de x inférieures à moins b sur 2a, positive au-delà. Et par conséquent, f décroît sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a, et f est croissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. On constate ainsi que f présente un minimum absolu d'ailleurs, qui est atteint pour x égale moins b sur 2a. Et la valeur de ce minimum, eh bien, c'est l'image par f du nombre moins b sur 2a. Si on fait le calcul et qu'on simplifie, on obtient 4ac moins b carré sur 4a. Et c'est très intéressant d'observer que le numérateur de cette fraction, c'est précisément l'opposé du fameux discriminant qui avait été mis en évidence dans le cours précédent. Bien, alors on connaît maintenant les variations de f dans le cas où a est positif. Il est facile de trouver le détail de ces variations lorsque a est négatif. Pour l'essentiel, l'argumentation est la même. La fonction dérivée f' sera d'abord positive puis négative, et f va présenter en fait un maximum pour la même valeur moins b sur 2a de la variable, et la valeur de ce maximum sera donnée par la même formule que précédemment. À présent, on va essayer de visualiser tout cela et de faire le lien avec la vidéo numéro 1 en utilisant un logiciel de géométrie dynamique. Et j'ai décidé d'utiliser le logiciel CarMetal que l'on peut télécharger gratuitement sur le net à l'adresse qui s'affiche. Une fois lancé, ce logiciel nous met sous les yeux une fenêtre vide qui est la zone plane de construction et une palette d'outils à droite avec laquelle on va pouvoir donc élaborer une construction géométrique interactive. On commence par activer la grille, c'est-à-dire qu'on rend visible le système de coordonnées préexistant. Et puis on va ajouter, en cliquant ici, 3 petits contrôles pour les valeurs de A, B et C, qui vont donc nous permettre de modifier interactivement les valeurs de ces coefficients. On va désactiver les graduations pour les contrôles, de manière à exercer justement un contrôle plus continu sur les valeurs de ces nombres. Et puis on va ajouter le graphe d'une fonction. Pour le moment, apparaît un trait rouge horizontal ici, puisque la fonction est définie par f de x égale 0, et on va corriger cela en mettant à la place a multiplié par x carré plus bx plus c. Et on voit donc apparaître le graphe de cette fonction polynomiale, avec quelques imperfections au voisinage du sommet, que l'on va gommer en affinant le pas, c'est-à-dire en augmentant la précision avec laquelle
la courbe est calculée. Si on met par exemple 1 millième ici, on obtient quelque chose de suffisamment lisse. Et donc on peut maintenant faire varier les valeurs de A, B et C et on observe l'impact de cette modification sur la forme de la courbe. On retrouve déjà le fait que quand A est positif, on a une fonction qui est d'abord décroissante, passe par un minimum absolu, et qui est ensuite croissante. Alors que quand A est négatif, on a en revanche une fonction qui est d'abord croissante, passe par un maximum absolu, et qui est ensuite décroissante. Si l'on modifie le coefficient B, on se rend compte que ça n'a pas l'air de changer la forme générale de la courbe, qui est simplement déplacée, d'une manière qui n'est peut-être pas très évidente et qui pourra faire l'objet d'une question sur laquelle on reviendra. Et en revanche, si on modifie la valeur de C, alors là c'est assez clair, la courbe est translatée verticalement. On fait le lien maintenant avec la résolution des équations du second degré qui a fait l'objet de la vidéo numéro 1. Comme on l'a déjà dit, les solutions de l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 sont les abscisses des éventuels points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Dans cet exemple, on a deux tels points. Et si jamais on choisit d'autres valeurs pour les coefficients, il se peut qu'il n'y ait plus d'intersection. Et on va rendre visible le fait que c'est bien lié au signe du discriminant. Alors pour cela, on va ajouter une zone de texte dans la figure, dans laquelle on va écrire l'expression suivante. Delta, avec une majuscule et un backslash, le tout encadré par une paire de $, égale b carré moins 4ac, cette expression étant encadrée par une paire de symboles %. Comme ça sort un petit peu de la fenêtre, on va le déplacer. Voilà. Alors, que signifie toute cette symbolique? On commence par la fin. Le symbole %, lorsque deux tels symboles encadrent une expression algébrique, eh bien, ce n'est pas l'expression algébrique elle-même qui est affichée, mais sa valeur. Donc c'est bien commode. Et quant au dollar et à ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien là, c'est pour ceux qui l'auront reconnu, du TeX. C'est le langage TeX ou la TeX qui est utilisé ici, ou du moins un sous-ensemble de ce langage suffisant pour illustrer ce genre de construction. Alors on revient donc au coefficient ABC que l'on peut faire varier et on constate effectivement la correspondance entre la positivité du discriminant et le fait qu'il y ait deux points d'intersection, un ici, un là, et la négativité du discriminant et le fait qu'il n'y ait pas d'intersection. Si on fait varier les coefficients de telle sorte que l'on annule le discriminant, je ne vais pas y arriver précisément, mais pas loin, bon, on peut admettre en tout cas que si j'avais réussi à rendre delta exactement égal à 0 ici, eh bien on aurait constaté que la courbe était tangente à l'axe des abscisses et ne présentait donc qu'un seul point d'intersection avec cet axe, qui correspond au cas donc discriminant nul, une seule solution. On va maintenant s'intéresser au lieu du sommet. Donc je vais effacer ce texte qui ne me sert plus, et je vais ajouter un point quelque part dans le plan en modifiant maintenant ces coordonnées, qui sont pour le moment assez arbitraires, et on va donner à ce point des coordonnées qui sont celles du sommet. On a vu tout à l'heure que le sommet avait pour abscisse moins b sur 2a, et pour ordonner, alors je suis obligé de cliquer ici pour faire en sorte qu'il n'y ait pas deux fois la même chose dans ces deux champs, et pour ordonner donc 4ac moins b carré, le tout divisé par 4a. Bon, manifestement, ça a bien l'air de correspondre au sommet. On fait varier A, B, C pour s'assurer qu'il n'y a pas de blague, effectivement. Ce point reste bien positionné où il faut, c'est-à-dire au sommet de la parabole. Et maintenant, on va essayer de rendre visible le lieu de ce point lorsque B varie, A et C étant fixés. Alors pour cela, on va ajouter une nouvelle courbe dans une autre couleur
disons en bleu, on va dans l'onglet aspect, on met en bleu, on peut même l'épaissir si on a envie. Et puis on va en faire non pas une courbe définie par f de x égale quelque chose, mais ce qu'on appelle une courbe paramétrée. Alors si vous ne connaissez pas les courbes paramétrées, c'est très simple, ça veut simplement dire que x et y, l'abscisse et l'ordonnée d'un point de cette courbe, sont exprimés l'un et l'autre en fonction d'un paramètre petit t. Alors par défaut, il y a quelque chose qui donne un cercle, sinus t et cosinus t. Donc, pour les curieux, le petit r qui est devant signifie qu'on travaille en radian, mais on va dégager tout ça puisqu'on va mettre à la place les coordonnées du sommet. Donc en abscisse, moins b sur 2a, mais le paramètre c'est b. Donc on va le rebaptiser ici petit t, moins t sur 2a. Et en ordonnée, 4ac moins b2 qui va donc s'appeler ici 4ac moins t2 divisé par 4a. Et on voit apparaître la courbe sur laquelle se déplace le sommet de la parabole rouge lorsque A et C étant fixés, petit b varie. Et il semblerait bien qu'il s'agisse d'une parabole. Donc c'est un très bon exercice que d'essayer de contrôler cela par le calcul. Quand on fait varier b, le sommet de la parabole rouge glisse sur une parabole fixe qui ne dépend en fait que des valeurs de A et C. D'ailleurs, si on fait varier A ou C, eh bien, tout ceci se déplace gentiment. Voilà, fin de cette seconde partie. On a terminé l'étude dans le champ réel et vous pouvez, si vous le souhaitez, écouter la troisième vidéo qui est consacrée à l'équation du second degré dans le champ complexe.